Good morning! Vous êtes de retour pour savoir ce que j'ai encore préparé, hein? Alors aujourd'hui, nous parlons d'un jeune adulte fantastique, car j'en peux plus d'entendre parler de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, hein? Le booktube ne fait que parler de ça, je n'en peux plus. Donc aujourd'hui, on va parler de Give the Dark My Love, qui est un bouquin de Beth Revis et qui n'a pas encore été traduit en français, et je sais pas trop si ça va l'être, mais en tout cas, ça me tenait à cœur d'en parler parce qu'il y a des problèmes avec ce bouquin qu'il faut qu'on adresse. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Parce que ça parle d'alchimie, ça parle de nécromancie, ça nous parle de potions, voilà, c'était quelque chose que j'ai trouvé très attractif quelque part. Alors, en résumé pour ceci, on va faire vite. En gros, c'est l'histoire de Nedra, ici. Elle est hyper douée en alchimie, elle est vachement intelligente, mais elle vient d'un petit village plutôt pauvre dans le nord de son île. Et en fait, elle a été choisie par une école pour participer aux cours et tout ça. Et donc, en fait, son but à elle, c'est de trouver la cure pour une peste nécromantique qui fait ravage sur son île, en fait, et qui tue plein de gens. Et évidemment, comme dit le proverbe, on soigne le mal par le mal, elle va toucher un petit peu à la nécromancie, voilà, elle va se faire un petit peu entraîner quelque part dans le truc, et ça va être un petit peu la problématique de ce bouquin-là. Donc, on va faire le pour, le contre du bouquin, ensuite un petit verdict, et je vais vous donner mon opinion en tant qu'assistante de développement, et un petit peu si je pense que ce bouquin-là devrait être adapté ou pas. Alors, point positif ici, j'ai trouvé que le monde était assez bien construit. Il y a une petite carte au début du bouquin, que je vais essayer de mettre sur l'écran là, mais en ggros, elle vient d'une île qui s'appelle Lunar Island, et qui fait partie d'un empire plus grand, qui est l'empire Alérian, et qui ressemble beaucoup à la carte de Westeros. Et la carte de Westeros, souvent, on dit qu'elle ressemble beaucoup à la carte de la Grande-Bretagne. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écrivains fantastiques qui aiment justement utiliser ce genre de truc, à bon entendeur. Donc j'ai trouvé que le monde était vachement bien construit, les politiques étaient bien, il y a une espèce de conflit entre l'empereur et le gouverneur de l'île. Ils essaient un petit peu d'avoir cette indépendance, il y a une histoire de révolution. J'aime beaucoup le fait que l'île est plutôt pauvre, mais que la capitale est plutôt riche, il y a une espèce de conflit de classe, comme ça c'était vachement intéressant. Mais aussi la backstory du truc est plutôt cool, enfin la manière dont l'auteur a un peu saupoudré comme ça sa backstory, et comment l'auteur permet au lecteur d'un petit peu de comprendre le système magique par exemple, l'alchimie, comment est-ce que ça marche. Je trouvais d'ailleurs que ce système magique était plutôt cool, et j'ai trouvé que la manière dont elle approche le deuil et la folie en fait dans ce bouquin là était vachement bien fait. Nedra dans la deuxième partie du bouquin va faire face à du deuil et à la mort d'être cher en fait. C'était vachement bien écrit, elle sombre un peu dans la folie, elle sombre un petit peu dans la noirceur, et c'était vraiment quelque chose qui m'a pris au trip, surtout que moi j'ai perdu un être cher il y a pas très longtemps, donc j'ai réussi à me raccrocher à elle, et c'était vraiment pour le meilleur en fait finalement. Et donc ça nous ramène au point négatif de ce bouquin. Le bouquin est un petit peu séparé en deux si vous voulez. Alors la première partie en fait est vachement lente, elle est assez cliché en fait finalement, il y a beaucoup d'éléments qui sont assez répétitifs par rapport au monde du jeune adulte et de la fantasy, et j'ai trouvé ça peut-être un petit peu lent. Et le deuxième, ça va super vite, on se plonge vraiment dans le deuil et dans la folie en fait, dans la noirceur de Nedra, et c'était vraiment, la deuxième partie était géniale. Mais la première partie était vachement lente, et c'est surtout dû, et ça c'est mon deuxième point, au fait que la plupart des personnages dans ce bouquin sont assez classiques. Donc Nedra par exemple, elle est typique l'élu, elle est un petit peu à la Harry Potter, tu vois, elle est pauvre, elle est toute seule dans sa campagne, mais c'est l'élu. Donc évidemment, elle va être choisie pour aller dans cette école de ouf, pour apprendre un petit peu à comment se servir de l'alchimie. C'est une jumelle, elle a une jumelle, enfin tous ces trucs là, c'est des trucs qu'on a déjà vus et revus en fait finalement. Et il y a beaucoup de personnages dans ce bouquin-là qui sont comme ça. Le personnage principal masculin est celui qui va être évidemment le personnage émotif de l'histoire. C'est pareil, voilà, c'est un noble, il est jeune, il est beau, il est un peu mystérieux et genre un petit peu dark quoi. Et donc son père est un noble et il rejette un peu. Il y a toujours ce conflit pour les personnages nobles où les parents les aiment pas trop, c'est un petit peu froid, enfin c'est toujours un petit peu ce genre de cliché, en contraste avec elle qui a une famille aimante, mais évidemment ils sont plus pauvres, enfin c'est toujours un petit peu comme ça. Donc j'ai trouvé que les personnages de ce bouquin-là, ouais, ils étaient assez clichés en fait, et surtout lui. Mais aussi j'ai trouvé que la romance entre les deux était vraiment inexistante en fait. En fait, on va se rendre compte dans le bouquin qu'ils sont vraiment pas faits l'un pour l'autre. Donc à un moment, Nedra va demander à Gray de l'accompagner à l'hôpital pour qu'ils essaient de soigner des patients, donc justement de la peste, et de trouver un remède, une cure quoi. Et donc lui, il se dit oui, on y va demain, pas de souci, je t'accompagne de ça. Le lendemain matin, il lui pose un lapin, bien évidemment, et donc elle s'en va, elle va faire son truc. Et quand ils se revoient, son
son excuse à lui pourri, quoi, bidon, c'était j'avais un peu peur d'y aller, genre les gens qui ont la peste, ils sont un peu crades et tout ça. En plus, j'avais peur d'attraper la peste moi-même, donc. Mais ils essayent quand même. Et c'est ça le problème de cette romance en fait là, c'est qu'ils essayent de ouf d'être l'un pour l'autre. Cet amour en fait qui n'est pas là, ça marche pas quoi. Ils ont pas cet élément. Et d'ailleurs quand elle va sombrer un peu dans la nécromancie, lui il est censé être l'élément qui va la ramener vers la lumière. Son amour en fait est censé la tirer vers la lumière et l'empêcher de devenir une nécromancienne en fait. Et ça va pas marcher du tout parce qu'il n'y a pas d'alchimie entre eux. Sans jeu de mots, il n'y a pas d'alchimie entre eux. Du tout. Donc ça sert à rien en fait. Et ce personnage-là, pour moi, il servait à rien quoi. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que dans ce bouquin, l'auteur a fait le choix d'écriture d'avoir des chapitres qui sont un petit peu à deux points de vue en fait. Donc je vous montre là. Chaque chapitre va avoir le nom du personnage à qui va appartenir le point de vue. Donc on va être soit avec Nedra, soit avec Gray. Et en fait, avoir son point de vue à lui, ça change rien quoi. Parce qu'on sait très bien on sent vraiment que c'est plutôt le point de vue de l'auteur et on rentre pas dans le personnage. Et ça, c'était vraiment pas cool quoi. Le truc qui m'a vraiment saoulé avec ce bouquin-là, c'était la représentation des personnages LGBTQ+. Y arriver. Et surtout la manière dont ils étaient exprimés et ça sentait vraiment un petit peu le queerbaiting. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le queerbaiting, c'est quand dans un bouquin ou un film ou une série télé ou un jeu ou quoi que ce soit, on fait une représentation d'un personnage gay, lesbien, homosexuel, bisexuel, tout ce que vous voulez, mais juste parce que on en manque en général. En fait, c'est un petit peu comme un clickbait, dans le sens où ça va un petit peu attirer le lecteur en disant « il y a des trucs LGBT dedans, c'est cool, on n'en voit pas souvent ». Et donc pour les personnes qui sont lesbiennes, gays, bisexuelles, etc., forcément c'est quelque chose qui va attirer, parce que tu vas pouvoir t'identifier au truc en fait. Mais le queerbaiting, c'est quand tu fais ça, mais qu'en fait derrière t'assumes pas en fait. Et il y a eu plein de problèmes comme ça dans plein de trucs où c'était un petit peu induit, c'était un petit peu suggéré, mais c'était jamais vraiment dit. Et en fait, il y a beaucoup de ça là-dedans. C'est des personnages pour qui être bisexuel ou gay, ça apporte rien à l'histoire. Donc c'est juste là pour être là en fait. Il n'y a pas de but au truc. Et surtout, c'était représenté vraiment bizarrement. Moi, ce qui m'a vraiment saoulée dedans, c'était Nessie, la sœur de Nedra, donc qui est bisexuelle. Mais elle est représentée comme étant une cœur de pierre, quoi. Alors, je vais essayer de vous trouver le passage où c'est vraiment exprimé. Et j'ai fait une petite traduction pour vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Donc ça, c'était une discussion entre Nedra et Nessie. Quand Nedra revient de l'école, elle doit un petit peu se mettre en confinement, on va dire, parce que la peste fait rage, et du coup, elle revient à la maison et elle a une discussion avec sa sœur. « Kin ?» je lui demande. « Le garçon du pêcheur. » Un groupe d'enfants nous dépasse en criant. « L'homme du pêcheur, tu veux dire ?» me répond Ernesta. « Tirer des filets toute la journée crée des miracles sur les biceps. » Je ris devant tant d'enthousiasme. Qu'il n'est que la saveur du mois. Ernesta a toujours été distraite par la beauté des hommes comme des femmes. Mais j'étais heureuse de voir qu'elle avait oublié Kava, l'apprentie du cordonnier, morte de la peste tôt après mon arrivée à Yugen. Voilà. Et ça pour moi, c'était du mauvais goût, tu vois. C'était du mauvais goût, ça. Oh. Mais remettons les choses dans leur contexte. Donc imaginez une pandémie, pas difficile. Et vous sortez avec quelqu'un. Ça va bien, vous n'êtes pas, c'est pas l'amour fou, mais vous commencez à faire votre petit truc, enfin, c'est plutôt posé, quoi. Et là, la pandémie tue la personne. Tout simplement. N'allez pas me dire que vous allez retrouver quelqu'un, genre 2-3 semaines après, 1 mois ou 2 après, bam, et vous remettez à cheval comme ça. Impossible. Pour moi, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et moi, le problème que j'ai eu là, c'est que représenter un personnage bisexuel, ce qui arrive pas souvent, surtout dans la littérature fantastique, comme étant quelqu'un au corps de pierre qui peut juste oublier les gens comme ça. Ah, c'était la saveur du mois. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et pour moi, ça pose un énorme problème et on va voir ça dans la perspective de l'industrie. Alors, je vais poser le bouquin là parce que j'en peux plus de le tenir. Donc en tant qu'assistante de développement, il faut toujours faire attention, bien sûr au potentiel d'un bouquin et si le monde est bien créé, le système magique, etc. Mais il faut aussi faire attention à comment les personnages sont développés, s'ils ont plusieurs dimensions. Et ça, c'est surtout ce à quoi je fais très attention et là, je ne l'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé les personnages vachement plats et pour donner de la dimension à un personnage, il faut l'inculquer petit à petit au travers de l'histoire, en fait, au travers du bouquin. C'est pas quelque chose qui va pouvoir être changé comme ça par un petit coup de réécriture, c'est pas possible. Et là, le problème, c'est que l'histoire est trop posée pour pouvoir faire de la réécriture comme ça. Ce serait beaucoup trop long pour nous, en fait. Et surtout, ce dont l'industrie a besoin en ce moment, c'est de
donner une voix aux minorités sexuelles, entre guillemets. Donc quand une œuvre jette un jeu de lumière dessus, il faut toujours que ce soit quelque chose, si c'est pas positif, au moins que ce soit bien explicatif, quoi. Parce qu'on peut toujours avoir un méchant qui est gay ou bisexuel, mais il faut que ce soit fait, qui ait du sens, en fait. Il faut que sa bisexualité, par exemple, soit justifiée. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, sa sœur, elle est bisexuelle? En fait, finalement, par rapport à l'histoire, on s'en fiche qu'elle le soit. Ça n'a pas de sens propre à la trame de l'histoire. Et c'est ça qui sert à rien, parce que du coup, ça veut rien dire. Et pour une audience qui, par exemple, s'identifie comme bisexuelle, tout ce que je vois là, c'est quelqu'un qui a un cœur de pierre, qui jette les gens un peu comme ça. Et c'est vachement dangereux, je trouve, de faire ce genre de choses. Et c'est pourquoi moi, en tant qu'assistante de développement, je vais pas aller ramener ce bouquin-là à mes patrons en leur disant « ce bouquin-là, il est génial », parce que c'est beaucoup trop problématique, en fait. Donc mon verdict que j'ai donné sur Goodreads, c'était 2 étoiles, et c'était surtout parce que les personnages étaient trop clichés, trop plats, et ce truc avec ce personnage bisexuel, ça m'a pas touchée. Je sais que c'est un bouquin qui a été acheté par un agent littéraire, parce que j'ai un tampon là pour Paris, donc peut-être est-ce que ça va être traduit, mais pour l'instant, j'ai rien vu qui flotte. Donc, je suis pas sûre que ça va se faire, mais en tout cas, voilà, donc vous êtes prévenus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit très bientôt. Bye!